Souvent, quand on parle au chef d'État, il n'écoute pas, rendu sourd par l'ivresse du pouvoir et la certitude d'être plus fort et plus intelligent que les autres. Peut-être que ce qui est arrivé au Gabon hier les rendra plus réceptifs à notre message. À 4 heures mercredi matin, à peine venait-on d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle à laquelle 56% des électeurs gabonais ont pris part, donnant prétendument 64,27% des voix à Ali Bongo Ondimba et 30,77% à son principal rival Albert Ondo Ossa. Un groupe de militaires a, sans surprise en tout cas en ce qui me concerne, pris le pouvoir au nom d'un comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Alors, devons-nous nous réjouir de ce 8e coup d'État en 2 ans en Afrique subsaharienne dite francophone? Oui et non. Vous connaissez ma position. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Quand le coup d'État sert à mettre fin à un ordre ancien qui a installé un système de prédation pour maintenir la population dans la pauvreté au profit d'intérêts étrangers et d'une petite caste de serviteurs locaux zélés du système, alors les coups d'État sont à saluer. Ils sont même une étape indispensable vers la construction d'un ordre nouveau, patriote et émancipé. Cela est-il le cas au Gabon? Non. Ce à quoi nous assistons depuis hier matin n'est pas une nouveauté. C'est un coup d'État pour sauver le système france-africain en place, comme la France en a opéré un au Burkina Faso en janvier 2022 avec le renversement par son pion Damiba d'un roch Marc Christian Kaboré très affaibli, et un autre au Tchad en avril 2021 avec l'assassinat d'Idriss Déby Itno et son remplacement par son fils Mahama, installé au pouvoir manu militari, c'est bien le cas de le dire, par le président français Emmanuel Macron. La particularité ici, c'est que le coup d'État a fait 2 victimes, dont aucune n'inspire réellement ni pitié ni compassion. La première victime, c'est naturellement Ali Bongo Ondimba. La petite capsule vidéo qui circule et que vous voyez ici, dans laquelle, perdu au milieu d'un salon doré d'une villa présidentielle, il appelle en anglais ses amis à l'aide, est pathétique et affligeante. Déjà en 2016, la France avait tenté de l'empêcher de rester au pouvoir en fournissant à son copain devenu opposant, Jean Ping, directement et par l'entreprise du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, des soutiens de toute nature. En effet, le Gabon avait déjà à ce moment-là entamé le processus d'adhésion au Commonwealth qui s'étend sur plusieurs années, ce qui constituait un casus belli pour la France. S'en sont suivies des relations plus que tendues avec Paris et Abidjan, jusqu'à ce que survienne l'accident vasculaire cérébral qui, à défaut de l'emporter, a réduit Ali Bongo à l'état de légume que l'on a pu observer avec un brin de commisération mêlé de dégoût depuis fin 2018. C'est à partir de ce moment que le destin des Bongo, en tant que dynastie régnant sans partage sur le Gabon, a été scellé. Car avec un Ali dont les facultés cognitives ont pris un sérieux coup, c'est son entourage, notamment sa femme Sylvia et son fils Valentin, qui ont pris les choses en main. 2 personnes qui ne se distinguent ni par leur intelligence, ni par leur doigté politique, ni par leur capacité d'analyse géopolitique. Ce qui les intéressait, c'est de continuer à s'empiffrer au détriment du peuple gabonais. Et la chute de la famille Bongo était donc devenue une question de temps. Et ce n'est pas la modification constitutionnelle effectuée pour instaurer un scrutin à un tour qui pouvait changer quelque chose, surtout avec un adversaire aussi retors que l'Élysée en face. La famille Bongo a été une plaie pour le Gabon pendant 57 ans et l'on ne va pas se plaindre de ce qui leur arrive. Ali Bongo, placé en résidence surveillée,
Son fils Valentin et ses principaux conseillers arrêtés, sa femme évaporée dans la nature. C'est quand c'est doux que les tantillas sont à côté de leurs gars. Quand ça chauffe, elles sont les premières à décoller. C'est le destin que nous souhaitons à tous ces chefs d'État qui ont failli depuis des décennies à changer positivement la qualité de vie de leur population, qui ont enrichi leur clan au détriment de leur peuple et qui ont offert le pays aux colons, lui permettant de rester en place grâce au système france-africain, malgré la fin officielle de la colonisation et l'obtention des prétendues indépendances qui n'ont de facto été qu'un acte de transfert de compétences entre le colon basé à l'Élysée et ses relais mafieux et ses pantins locaux. Ali Bongo est bien conscient que la France est à la manœuvre dans ce coup d'État. C'est pour cela qu'il s'adresse en anglais à ses amis du Commonwealth, que le Gabon a intégré officiellement en octobre 2022, et surtout à ses amis de la franc-maçonnerie, en leur passant un message codé. « Make noise, make noise, make noise, faites du bruit », comme un DJ. I'm calling you to make noise, to make noise, to make noise, really. Ali Bongo est aussi parfaitement conscient qu'il est un usurpateur. Ou bien, comment expliquez-vous que quelqu'un qu'on vient de déclarer vainqueur d'une élection quelques heures plus tôt se tourne vers l'étranger pour demander de l'aide plutôt que de faire appel aux 64% de Gabonais qui auraient prétendument voté pour lui? Le même comportement tordu et significatif que son acolyte et collègue dans la famille des présidents déchus gardés à vue, Mohamed Bazoum. Maintenir dans la pauvreté un pays qui dispose de pétrole, d'uranium, de bois, de milliers de kilomètres de terres arables, de forêts, de cours d'eau, d'accès à la mer, d'ensoleillement, avec seulement 2 millions d'habitants, c'est un crime imprescriptible. Ce qui arrive au Bongo est donc une excellente chose. On ne peut qu'espérer qu'ils paieront tout le prix de leurs crimes et de leur turpitude. La deuxième victime, c'est le candidat Albert Ondo Ossa. Car le coup d'État de la France à Libreville n'a pas seulement privé Ali Bongo d'un pouvoir usurpé, mais a également volé la victoire du professeur d'économie, désigné in extremis comme candidat unique d'une coalition hétéroclite de 6 partis politiques à 8 jours du scrutin. Arguant que les élections ont été frauduleuses, les putschistes ont décrété leur annulation lors de leur première prise de parole télévisée. Or, depuis plusieurs jours, Ondo Ossa affirmait avoir gagné la présidentielle, son camp faisant même circuler des chiffres dithyrambiques. Si le but des putschistes était effectivement de protéger les institutions, il leur suffisait d'aller chercher le président du Centre gabonais des élections et le président de la Cour suprême et de les prier de proclamer les résultats allant dans ce sens, dont les procès-verbaux sont encore tout chauds. Il n'en a rien été. Car en réalité, Albert Ondo Ossa n'est pas celui que la France veut voir installé au palais du bord de mer à Libreville. Vous direz que je suis une visionnaire, une prophétesse ou une sorcière, mais j'annonçais déjà il y a 3 jours, le 28 août, que le vrai candidat de la France-Afrique était Alexandre Barrault-Chambrier, qui s'est temporairement rallié derrière A2O. C'est pour cela que les putschistes n'ont pas remis la victoire à Albert Ondo Ossa. Il n'est pas le poulain de leur mandataire élyséen. Doit-on pour autant plaindre Ondo Ossa? Non, même pas une seconde. Voilà quelqu'un dont tout le projet de société, tout le programme de gouvernement se résumait à une phrase. Bongo doit partir. Alors, professeur, après avoir, je reviens sur ma question parce que j'estime que j'ai pas eu de réponse. Vous avez dit aujourd'hui qu'il est question d'abord de reconnaître ce tableau que vous venez là de présenter. Oui. Alors, votre première action pour que les Gabonais votent pour vous ou vous donnent leur voix aujourd'hui pour être président, quelle sera votre première action à poser? Non, ils ne me donnent pas la voix parce qu'il y a première action. Je leur dis, il faut se débarrasser des bongos. C'est la principale action. Ça, là. Au lieu d'utiliser son temps d'antenne et ses meetings électoraux pour proposer aux Gabonais un véritable programme de progrès social, Ondo Ossa se contentait de répéter à l'envi que son projet
c'était de faire partir Bongo du pouvoir. Voilà donc Bongo qui est parti, mais ce n'est pas pour autant que lui est devenu président. Et c'est bien fait pour lui. Parce qu'il y en a quand même ras-le-bol de toute cette classe politique qui prend le peuple pour des idiots, qui lui vend du vent et qui entend surfer sur ses aspirations légitimes au changement pour s'installer dans un fauteuil présidentiel afin de remplacer celui qui est là, mais pas pour faire quelque chose de fondamentalement différent de celui qui est là. Alors c'est vrai, Ondo Osa, c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu mettre fin à des monopoles protégés parce qu'il croit que le marché doit se réguler par lui-même. Mais étant donné qu'il a choisi de ne pas associer son image à un projet viable d'espérance pour les Gabonais, on ne se mettra pas à pleurer avec lui ni pour lui. Je voudrais maintenant m'adresser au général Brice Oligui Nguema. Il y a une sagesse africaine qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous savons qui vous a envoyé. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de vous envoyer vous-même et de corriger la trajectoire dans laquelle vous êtes lancé. Le plus important, ce n'est pas comment une chose débute, mais comment elle se termine. Restaurer les institutions, c'est donner la victoire à Albert Ondo Osa. Mais si vous voulez faire autre chose pendant 1 ou 2 ans de transition, vous devez mettre en place tous les mécanismes pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Vous n'avez pas besoin de plus de temps que cela pour vous assurer que le peuple bénéficie des moyens du Gabon, c'est-à-dire pour dénoncer les contrats léonins, pour arrêter des corrompus, pas seulement ceux qui vous énervent comme vous avez commencé à le faire, mais tous ceux qui dérangent, même parmi vos amis éventuels. Et aussi pour mettre en place un cadre électoral inclusif et transparent. Contrairement à vos collègues du Mali, du Burkina Faso et du Niger, contrairement au président de la République de Centrafrique et du Cameroun, vous n'êtes confronté à aucune menace sécuritaire ou terroriste qui endeuille les populations et remet en question l'intégrité territoriale du Gabon. Si vous êtes honnête avec le peuple, 1 an ou 2 est un laps de temps suffisamment large pour mettre le pays sur de bons rails et pour rendre le Gabon aux Gabonais. Mon dernier message sera justement à l'attention du peuple gabonais. Il y a quelques jours, je vous disais que le 26 août, vous aviez eu le choix entre la peste et le choléra. Certains n'ont pas aimé, mais je suis habituée à dire ce qui est et non pas ce qui plaît. Ma mission, la mission que les ancêtres m'ont confiée, c'est d'éveiller et de réveiller les Africains pour qu'ils sachent se mouvoir dans un monde complexe où tout est mis en œuvre pour nous maintenir dans la soumission, dans l'ignorance, dans la pauvreté et pour permettre aux autres d'exploiter nos ressources et de s'enrichir à nos dépens. Je le fais au péril de ma vie et au prix d'énormes sacrifices. Le choléra, ce sera. La France, bousculée et chassée de partout en Afrique de l'Ouest, a besoin de rebondir quelque part dans son précaré si elle ne veut pas perdre complètement sa place à la table de négociation du nouvel ordre mondial qui se prépare actuellement. Emmanuel Macron l'a dit très clairement lors de son discours aux ambassadeurs il y a 2 jours. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Force est pourtant de constater que l'approche qu'il adopte au Gabon est diamétralement opposée à ses propos et à l'approche qu'il adopte au Niger. Aucune gesticulation, pas de conseil de défense et de sécurité, pas d'ultimatum, pas d'appel au retour à l'ordre constitutionnel, pas d'exigence de libération d'Ali Bongo, pas d'intervention militaire, pas de retour à la CEAC, la Communauté économique régionale d'Afrique centrale. Tout est aux antipodes des actions qu'il pose au Niger. Il ne faut pas être un savant pour savoir pourquoi.
La France a organisé 3 coups d'État ces 2 dernières années pour permettre la survie de la France-Afrique. Celui contre Kaboré, celui contre Déby Père et aujourd'hui celui contre Ali Bongo. Dans le même temps, des militaires patriotes et panafricains ont réussi 3 coups d'État contre la France-Afrique. Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina et Abdraman Tiani au Niger. Je comprends que vous êtes heureux d'être débarrassé de la gangrène Bongo. Je le suis aussi. Mais ne sombrez pas dans l'euphorie. Si vous n'êtes pas vigilant et déterminé, ce qui arrive devant sera pire encore que ce que vous venez de laisser derrière vous. Vous devez mettre la pression sur Oligui Nguema et ses gens pour qu'ils se retournent contre leurs donneurs d'ordre et qu'ils fassent le choix du peuple. Vous avez la réputation d'être ceux du précaré français qui sont le moins dérangés par la France-Afrique. Vous avez accepté de mettre vos espoirs dans des gens qui ne vous ont rien proposé de concret, comme Ondo Ossa, ou alors qui sont les véritables chevaux de Troie de l'ennemi de votre progrès et de votre bien-être, comme Alexandre Barrault-Chambrier, qui incarne la France-Afrique dans ce qu'elle a de plus malfaisant, cynique, dangereux et détestable. Je compte sur vous pour que vous ne soyez pas le maillon faible du mouvement d'émancipation qui se déroule dans plusieurs pays d'Afrique et qui est en train de dégager la France de notre continent et ses relais locaux de la tête de nos États et de nos administrations. N'oubliez pas le mot d'ordre. Ils doivent tous partir.